Bonjour à tous, ici Gulp. En cette semaine 51, on parle Coupe du Monde, de lore, de nouvelles maps, de matchmaking et plus. On n'oublie pas de remercier la cavalerie Overwatch sans qui ces récaps ne pourraient voir le jour. Suivez-les sur Twitter et rejoignez leur Discord pour avoir accès à toutes les news le jour de leur apparition. On commence par une jolie révélation. En effet, le 17 décembre, John Spector, lead commercial d'Overwatch, a annoncé la Coupe du Monde d'Overwatch fait son grand retour. En 2023, 36 équipes se disputeront le titre de champion de janvier jusqu'à juin, avec une phase finale organisée en LAN en automne. Ça annonce du bon! Étant donné qu'on parle de compétition, on n'oublie pas de rappeler que Ramatra est disponible en ranked depuis ce mardi. Parlons gros pavé, parlons développement. Ce jeudi, un live avec Aaron Keller, John Roger et Andy Belford, respectivement Game Director, Art Director et CM, ont dirigé un live qui nous a fait découvrir l'envers du décor sur la création des maps. Avec ceci, nous avons pu découvrir un chouïa d'une prochaine map sous-marine dans les ruines de l'Atlantide. Ce serait entre autres le quartier général de la Griffe. Cette map très intrigante ne demande plus qu'à être révélée. Soyons patients. On continue dans le développement. Un question-réponse entre les rédacteurs de GameSpot et le lead designer Alec Dawson ainsi que le lead art director John Roger a eu lieu. Voici un résumé grossier de cet entretien. De nombreux autres thèmes de skins verront le jour. L'équipe d'Overwatch aime beaucoup l'idée de saison à thème. Le fait que certains modes de jeu s'appuient davantage sur le thème de la saison rend la création de skins encore plus excitante pour les développeurs. C'est également une façon de raconter du lore via les nouvelles maps, telles que le monastère Shambali, qui est étroitement lié à Ramatra et Zenyatta. Les développeurs sont contents de la verticalité qu'offre le monastère Shambali, cependant, l'équipe d'attaque ne doit pas en être désavantagée. Alors, de nombreuses routes de flank ont été ajoutées, et d'après les développeurs, certains héros sont bien plus performants sur cette map que d'autres. Dawson nous exprime son envie d'ajouter de plus en plus de variété aux prochaines maps. Dawson et Rogers ont confirmé qu'implémenter des easter eggs tels que l'œuf de Echo sur Route 66 ou la voix de Queen sur Junkertown faisait partie de leur concept afin de teaser les futurs héros. Le PvE pourrait détenir de futurs easter eggs également. Lors de la conception de nouveaux héros, les designers cherchent avant tout à connecter les 10 héros au lore, afin qu'ils soient bien établis dans l'univers. S'ensuit tout le protocole venant à modeler les capacités, les voix, en bref, le character design en général. Grosse révélation sur le fait qu'un héros muni d'un lance-flamme ferait inévitablement sa venue sur le jeu. Il souhaite également accompagner les nouveaux joueurs à ne pas être débordés par tous les héros déjà disponibles. La Team 4 aimerait aider les joueurs à mieux comprendre les fondamentaux d'Overwatch. GameSpot pose une question sur l'obsolescence des anciens héros. Dawson réplique en affirmant que des changements seront présents afin d'apporter une nouvelle fraîcheur à ces anciens héros. Lors de la sortie de nouveaux personnages, même s'ils ne le disent pas explicitement, les développeurs cherchent avant tout que le personnage sorti ne soit pas faible, afin que les joueurs puissent s'amuser sans en être frustrés. Pour l'équipe d'Overwatch, l'intégrité du jeu est primordiale. Lorsqu'un personnage est capable d'outrepasser les limites du jeu, les deux exemples cités étant l'ultime de Bastion infini ou bien le mur de glace de Mei permettant d'accéder à des endroits inaccessibles, les développeurs doivent réagir rapidement, d'où le ban temporaire de ces héros. Bien que les personnages soient avant tout designés pour le PvP, nous avons déjà des indices sur les prochaines histoires PvE des héros d'Overwatch via leurs interactions. Pour finir, il n'est pas nécessaire pour l'équipe d'Overwatch qu'un vilain soit foncièrement un méchant à 100%. Ils aiment avant tout nuancer afin que de l'affection puisse se créer entre ce vilain, en l'occurrence Ramatra dans le texte, et les joueurs. C'est tout pour la première interview. Je vous mets le lien de l'entretien en description. Si vous n'avez pas peur de l'anglais, allez-y. Gavin Jorgensfiri a tweeté une autre interview du site Inverse qui répond à certaines questions sur le lore de Ramatra. Lien également en description. Très grossièrement, on nous apprend que les Omniacs ne peuvent pas se reproduire, qu'ils ne peuvent pas stocker leur mémoire et leurs souvenirs, qu'une intelligence artificielle divine a pris le contrôle des Omniums, les usines de fabrication des Omniacs, ce qui provoqua la crise des Omniacs. Nous savons que Ramatra est un R7000, connu sous le nom de Ravageur. Ces derniers ont été créés pour mener les Omniacs au combat, également énoncé dans sa vidéo d'origine. L'intelligence divine a été supprimée par Overwatch, ce qui résulte à l'impossibilité de créer davantage d'Omniacs. Le monastère Shambali a été fondé avant la crise par la première Omniac consciente, nommée Aurora. Les coups de poing de Ramatra sont directement inspirés du lancer d'orbe de destruction de Zenyatta. Ramatra et Zenyatta sont aussi proches que peuvent l'être de véritables frères, même s'ils ont été séparés depuis.
Nous savons désormais que Ramatra est capable de fabriquer des robots dits stupides à l'aide d'une ancienne usine Omnium vue dans la nouvelle Réflexion afin d'en faire une armée. En revanche, il ne mettra aucun omniaque dit conscient en danger sinon lui. Ramatra a lui-même designé son mode Nemesis. En conclusion, une nouvelle crise est à venir et Ramatra en est le moteur. Beaucoup de nouveautés qui font plaisir. En parlant de nouveautés, petit mot sur la BlitzCon qui revient en grande pompe en 2023. Malheureusement, aucune date n'a été teasée pour le moment. On retourne au jeu. L'équipe Overwatch a annoncé que le matchmaking allait être retravaillé. Pour être compréhensible, prenez 5 joueurs contre 5 autres joueurs. Selon leur niveau, la moyenne de l'équipe est équivalente. On peut donc retrouver un très bon tank avec un mauvais DPS dans l'équipe 1 et un très mauvais tank avec un très bon DPS dans l'équipe 2. Ceci était l'ancienne méthode. À partir de cette refonte, chaque vis-à-vis sera équilibré. Un très bon tank contre un très bon tank, un support moyen contre un support moyen et un DPS faible contre un autre DPS faible. Ceci est évidemment un résumé grossier. Si vous voulez en savoir plus sur la refonte du matchmaking, le lien est en description. A noter rapidement que des concept art du skin Pharah Hades et Ramatra Poséidon sont disponibles, lien également en description. On termine sur les cosmétiques. Avant toute chose, sachez que le skin légendaire Bastion Pain d'épices et le charme canne à sucre est disponible pour seulement 1 crédit Overwatch. Achetez-le, c'est quasi gratuit. La boutique a été mise à jour. Le skin légendaire Aztec de Sombra est achetable pour 1500 crédits. Un nouveau skin légendaire pour Torbjorn appelé Capitaine avec une voice line « Tu ne feras pas couler mon navire !» est possible à l'achat contre 1900 crédits. De nouvelles cartes de visite seront bientôt disponibles. Elles se nommeront Constellation, Radioactif, Méduse, Labyrinthe, Aztec et Koi. Pour terminer sur cette semaine 51, un petit jingle de Noël a fait son apparition sur le Twitter d'Overwatch. Je vous laisse écouter cette magnifique chanson. Jingle bells, roll hot snows, jump right late and gay. Battle Mercy didn't kill and Genji ran away. Un gros big up à tous les main roadhogs qui puent du coup. C'est tout pour cette semaine 51. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine.